Quand j'ai eu l'idée de cette rétrospective Burton, j'étais super content. J'allais pouvoir parler de plein de films qui me tiennent à cœur, analyser pourquoi ça s'est compliqué vers la fin des années 2000, revenir sur le début de la nouvelle vague des live-action Disney, puis je me suis rappelé qu'avant de parler de tout ça, il allait falloir revoir Pee-wee. Je vais pas vous mentir, j'ai failli annuler toute l'opération à cause de ça. Enfin, on va dire qu'au moins ça va être un bon défouloir. Mais premièrement, c'est qui Pee-wee Herman? Créé par le comédien Paul Rubens, dans les années 70, le personnage débute dans un one-man show, qui ira de boîte de nuit en café, avant d'être décliné en spectacle, qui remplira le Roxy Theater de Los Angeles pendant 5 mois. Bon ok, il y a que 500 places, mais 5 mois pour ça. Pour être tout à fait honnête, c'est moins douloureux à regarder que le film, grâce à des personnages secondaires parfois assez réussis, bien plus drôles que Pee-wee, un court-métrage d'animation, un petit sketch de prévention et quelques blagues qui tombent juste. Après bon, il y a toujours des... Donc ça reste compliqué. Ça ressemble grosso modo à une émission pour enfants, mais avec des blagues graveleuses et sexistes. Un mélange aussi réussi qu'un sandwich Nutella cornichon. C'est-à-dire que c'est pas ouf, surtout quand t'aimes pas les cornichons. Le show sera diffusé sur HBO, faisant croître encore sa popularité, rendant le personnage iconique et très apprécié, surtout chez les enfants. Flairant le bon coup, la Warner décide de proposer à Paul Rubens d'écrire un scénario, histoire d'offrir à Pee-wee son propre long-métrage. Le mec tirera son inspiration d'un vélo, véhicule utilisé un peu partout dans les studios chez Warner. Heureusement qu'il se déplaçait pas en jetpack, ça aurait fait un autre budget. Quand on le voit comme ça, il est assez difficile de se dire, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur sa carrière, que le réalisateur idéal pour ce projet c'était Tim Burton. Et pourtant, lorsque les producteurs lui proposent, il est directement d'accord. Il aime le personnage qui est, il est vrai, à l'image de ses autres protagonistes. Dans sa bulle, marginal, différent. L'influence de Burton sur le film n'est pas énorme si on oublie 2-3 passages. Il le dit lui-même, il était là pour embellir ce qui existait déjà, pas pour l'écraser avec sa personnalité. La star, c'était Pee-wee, pas lui. Une citation presque directe de ce bouquin, qui va beaucoup me servir pendant cette série de vidéos, et que je vous conseille évidemment largement. Bon, on prend une grande inspiration, et on y va. J'en peux déjà plus. On rencontre donc Pee-wee, sorte d'enfant dans un corps d'adulte, aux mimiques débiles qui rigolent pour un rien et lâchent des petits bruits qui donneraient même à Brigitte Bardot l'envie d'éventrer des bébés phoques avec un coupe-ongle. Vous imaginez la rage qu'il faut avoir pour tuer des bébés phoques avec un coupe-ongle? Après s'être levé, avoir joué un peu, avoir sauté sur Bambi, ce qui veut peut-être dire quelque chose quand on sait que Burton venait de se faire virer de chez Disney, et s'être brossé les dents... Putain, mais c'est Pingu en fait! Il prend son meilleur petit-déj Mr. T et sort retrouver l'amour de sa vie, son beau vélo rouge. C'est son objet le plus précieux, le truc le plus important de sa vie. Oh non, je me demande vraiment ce qui va se passer. Le suspense est insoutenable. Il croise l'une de ses connaissances, Francis, dont c'est l'anniversaire, et pour son anniversaire, il veut le vélo de Pee-wee. Oh mais qui va bien pouvoir voler le vélo de Pee-wee? Le suspense est insoutenable. Ils se comportent tous les deux comme s'ils avaient 6 ans, pour une raison que je ne m'explique pas, mais qui me donne envie de reprendre mon coupe-ongle, et Pee-wee s'en va au magasin de farce et attrape. Il récupère quelques broles, c'est toujours pas marrant, puis va au magasin de vélo, où la vendeuse, pour une raison encore plus inconnue, semble terriblement attirée par lui. Vu son âge mental, je me demande même si c'est légal en fait. Et quand on sait ce qui va se passer dans la vie de Paul Rubens plus tard, c'est un peu ironique. Mais on en parle plus tard. Il lui répond comme un immense enfoiré, et ça le fait marrer en plus. Je sais vraiment pas comment des gens peuvent apprécier ce personnage. Je ne comprends pas. Ce qui devait arriver arriva, son vélo a disparu, personne n'est surpris, et Pee-wee est tout triste, ce qui perso me fait assez plaisir. Alors qu'il avait pris ses précautions, et il avait bien attaché son vélo. Dans l'un des rares gags visuels qui auraient pu fonctionner, genre sans le son, ou si l'autre voulait bien fermer sa gueule 30 secondes. Évidemment, la police ne sert à rien dans ce genre de cas, alors il va tenter de le retrouver lui-même, en commençant par le suspect numéro 1. S'ensuit une bagarre plus ou moins aussi ridicule que celle dans Borat. Francis dit que c'est pas lui, alors Pee-wee s'en va, pose des affiches et passe à la radio, offrant une grosse somme à celui qui ramènera son vélo, somme qu'il ne pourra bien sûr pas payer. Et en vrai, pour une fois, ça se tient plus ou moins.
Cette médiatisation de l'affaire fait peur à Francis qui demande au petit Cade qu'il a volé pour lui de s'en débarrasser. Ah, donc c'était quand même Francis. Il ment tellement bien. Pee-wee organise une réunion avec tous ses potes, qui sont prêts à l'aider, mais le truc est tellement long, chiant et ridicule qu'il réussit à les faire fuir d'ennui pendant qu'il semble faire un AVC. Encore une fois, comment est-ce que ce mec fait pour avoir des potes? Mais arrête de lui parler si mal, putain, elle veut juste t'aider. Il se tourne alors vers son dernier espoir, une voyante bidon, qu'il envoie au hasard chercher son vélo dans les sous-sols de l'Alamo, au Texas. Oui. Commence alors la partie road trip du film, dans laquelle Pee-wee va faire de l'autostop jusqu'à sa destination, en rencontrant quelques archétypes américains sur sa route, comme un détenu en cavale, une serveuse qui rêve d'une vie meilleure, et son petit ami violent, un SDF sans dents qui aime beaucoup chanter et qui réussit presque à être plus énervant que Pee-wee. J'ai dit presque, parce que lui au moins il a la gentillesse de n'être là que 1 minute 10. Et puis bien sûr, la fameuse, l'inoubliable, Large Marge, la camionneuse fantôme avec laquelle Burton s'amuse un peu, dans un passage devenu culte, notamment grâce à l'utilisation de stop motion, technique réutilisée un peu plus tard lors d'un rêve. Arrivé à l'Alamo, il se ridiculise en demandant s'il peut visiter les caves, parce que en fait il n'y a pas de cave dans l'Alamo apparemment. Il comprend qu'il s'est fait rouler et du coup il va faire, sans le vouloir, du rodéo. Ouais non je sais pas non plus, ils étaient au Texas alors ils se sont dit let's go, rodéo. Malheureusement il survit et termine dans un bar de motards avec qui ça se passe plutôt très mal. Ils sont prêts à le saigner, je suis prêt à enfin apprécier le film, jusqu'à ce qu'il demande une dernière volonté. Et là, j'ai plus les mots. Apparemment ça a eu du succès et ça s'appelle la Pee-wee Dance. Écoutez, je fais partie de la génération qui a connu la tectonique. Et franchement, à choisir, je préfère mater une compile de 10 heures de battle de tectonique plutôt que cette danse d'abruti. Non mais regardez-le, et ça fonctionne en plus putain, mais butez-le. Ou butez-moi, je sais pas, mais faites quelque chose quoi. Bon, au moins la scène finit presque bien. Malheureusement, encore une fois, il ne meurt pas sur le coup, mais se retrouve à l'hôpital où Burton peut de nouveau un peu s'amuser dans une séquence cauchemardesque. Et puisque le scénario n'allait quand même pas s'emmerder à trouver une vraie résolution, Pee-wee se réveille exactement au moment où passe à la télé un petit reportage sur le nouveau vélo d'une jeune star de cinéma, actuellement en tournage dans les studios de Warner, là où Paul Rubens avait trouvé l'idée du film, comme quoi tout est dans tout. Ce à quoi il réagit avec excitation, on va dire. Direction Hollywood donc, et c'est bon de savoir que n'importe qui peut entrer sur n'importe quel plateau chez Warner, et notre cher Pee-wee se déguise en nonne pour choper le vélo. Parce que oui, ils sont toujours en train de tourner la même scène que quand il s'est réveillé à l'hôpital. Perso, je me pose même plus de questions. Il chope le vélo, ça se poursuit en passant par différents plateaux de tournage, et apparemment chez Warner on ne tourne que des trucs qui plaisent à Burton, comme un film de plage, un film Godzilla ou un film de Noël. Il réussit à s'enfuir, mais son bon cœur l'incite à s'arrêter pour vider une animalerie qui est en train de cramer. Ouais, tellement un bon cœur qu'il y a des animaux qu'il hésite à sauver. La police arrive sur les lieux quand tout est fini bien sûr, et l'arrête. Confronté par un ponte de chez Warner, il s'excuse mais le gars s'en fout, et dans un moment presque méta, lui annonce qu'il veut bien lui rendre son vélo si Pee-wee accepte de leur céder les droits de son histoire pour en faire un film. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que Warner réussit toujours à se mettre en scène en se faisant passer pour des énormes débiles? Cela dit, techniquement dans la vraie vie, ils ont eu raison, parce que le film sera un énorme succès public et financier. Le film est projeté, Pee-wee devient un héros d'action séducteur qui bute des ninjas et se tape la fille. Je veux dire qu'il est joué par un acteur très différent de lui, pas que Paul Rubens est soudainement devenu un beau gosse qui casse des bouches. Ce qui est un commentaire assez malin sur la façon dont Hollywood embellit toujours les histoires vraies pour les mettre à sa sauce. Et d'ailleurs l'acteur c'est James Brolin, le père de Josh Brolin, que vous avez peut-être vu dans Amityville. Le gag c'est qu'il a un petit rôle dans le film et il réussit l'exploit d'être relou sans même parler. Et bordel, enfin, c'est fini. J'ai toujours eu du mal avec ce genre de personnage, les enfants dans des corps d'adultes, et ça même quand il y a des gens hyper talentueux derrière. Comme dans Jack, pourtant réalisé par l'un de mes metteurs en scène préférés, Francis Ford Coppola, et porté par l'un des meilleurs de sa génération, Robin Williams. Je peux pas m'en empêcher, je trouve ça plus dérangeant que drôle en fait. Même Forrest Gump, qu'on pourrait aussi classer dans cette catégorie, je pense, je le trouve pas forcément attachant, alors que lui au moins il essaye d'être le plus sympa possible. Je n'aime pas le personnage, mais surtout je ne le comprends pas. On parlait de Jack, Jack au moins sa condition est expliquée. Ici, rien, c'est juste un mec très immature, ou avec un retard mental, ou un enfant coincé dans un corps d'homme après un sort à la Freaky Friday. Non, c'est juste Pee-wee, et j'imagine qu'on est censé l'accepter comme ça. Et donc fatalement, quand on trouve le personnage insupportable, c'est très compliqué d'apprécier le film, qui n'est finalement qu'une succession de sketchs, de rencontres,
débutant par un événement assez basique, le vol d'un vélo. Mais en réalité, ça ne me pose aucun problème. C'est justement intéressant de partir d'un postulat pareil pour montrer que le vélo, c'est toute sa vie, et qu'il est prêt à tout pour le retrouver. Mais perso, j'y vois jamais du désespoir ou de la peur ou n'importe quelle émotion qui pourrait me faire me sentir proche de lui. Uniquement de la colère mal dirigée, un gars hyper têtu et surtout jamais sincèrement gentil. Même avec la serveuse, qui est peut-être le personnage avec lequel il est le plus bienveillant, on sent qu'il s'en fout, qu'il veut juste passer à autre chose et retrouver son vélo. Bon, le pire, ça reste avec la pauvre vendeuse qui est amoureuse de lui, mais bon, ils finissent plus ou moins ensemble, alors ça va, j'imagine. Presque comme dans Grise, tiens. Ouais, parce que je trouve la fin de Grise horrible. Vraiment. Puis, même si le scénario est très basique, juste un gars qui veut retrouver son vélo, ça non plus, ça n'empêche pas forcément de faire un bon film. Il y a plein de films avec des scénarios qui tiennent sur une feuille A4 et qui sont très réussis. Le meilleur exemple récent restant bien sûr Mad Max Fury Road, qui sur papier ne raconte qu'un aller-retour. Et c'est pas beaucoup un aller-retour. De ce qu'on m'a dit. Burton se montre par bribes, dans les séquences de rêve, dans les passages en stop motion ou en animation, ou bien quand soudainement Pee-wee devient une ombre monstrueuse digne de Nosferatu. Là on voit qu'il s'est fait un petit kiff. On sent qu'il était là pour faire le film que voulaient Paul Rubens et le studio, même si, puisque c'était un petit film avec un petit budget, les producteurs l'ont globalement laissé tranquille, bien plus occupé sur le plateau d'en face, où se tournaient au même moment les Goonies. Les Goonies dans lequel joue un jeune Josh Brolin, ce qui explique peut-être l'apparition de son père à la fin. Ou alors, ça n'a rien à voir, j'en sais rien en fait. Si je dois sauver un seul truc, c'est la musique de Danny Elfman. C'est l'une de ses premières compositions pour le cinéma, puisqu'à la base il faisait partie d'un groupe, très apprécié par Burton, Oingo Boingo. Et vous le savez tous, c'est le début d'une très longue collaboration qui perdure encore aujourd'hui. Entre musique de clown un peu tarée et passage un peu plus stressant tirant vers le Bernard Herrmann de Psychose, le talent de Elfman réussit à lui seul à rendre certaines scènes plus intenses, prenantes, donnant une ampleur dingue à ce qui se passe, alors qu'on est juste devant un gars qui a perdu son vélo. Vous l'aurez compris, je suis pas un grand fan de Pee-wee, et les quelques accusations qui pesaient sur Paul Rubens, décédé fin juillet de cette année, n'aident pas vraiment. Entre sa condamnation pour comportement immoral en 91, en gros pour avoir exposé ses parties intimes dans un cinéma pour adultes. Ah bah du coup au moins j'aurais appris qu'on pouvait pas sortir son engin dans un cinéma pour adultes, mais du coup je me demande ça sert à quoi un cinéma pour adultes? Mais aussi, et c'est quand même beaucoup plus inquiétant vu sa popularité chez les enfants, la découverte chez lui en 2002 d'images considérées à la base comme illégales puisque comportant des mineurs. Vous savez très bien de quel genre d'image je parle, mais comme on est sur YouTube, on va essayer de pas faire sauter la vidéo, hein. Des accusations qui seront abandonnées en 2004 au profit d'une nouvelle condamnation pour atteinte à la pudeur, ce pourquoi il plaidera coupable, tout en niant fermement une attirance pour les mineurs, plaidant que les images en question ne sont que des œuvres d'art érotiques. Ouais, vraiment mignon votre Pee-wee, hein? Sa carrière ne sera pas aidée par ses affaires, mais le personnage reviendra pour d'autres films et une série télé. Et quoi? Vous attendez quoi? Vous pensez vraiment que j'allais m'infliger ça? Vous avez pas suivi le reste de la vidéo ou quoi? On verra par la suite s'il a fait pire, perso dans mes souvenirs je pense pas, mais pour moi Pee-wee est tout en bas de mon classement Burton avec un tout petit 5 sur 20. Bon, et quitte à rester dans les films qui font un peu mal, on se retrouve bientôt pour parler de Mulan 2, avant de revenir sur un petit peu plus qualitatif, avec le premier cinépop de Noël sur le Batman de 89. Ciao!